Pour parler et pour nous guider un peu plus, puisqu'on voit qu'on se pose toutes ces questions, on invite et on est ravis d'accueillir donc Patrick Buren-Steinhaas, qui est alchimiste, auteur. Et pour lui, donc moi j'ai découvert ça en lisant son parcours, c'est qu'il n'y a pas de différence entre la science et l'alchimie. Pour lui, ce sont juste deux points de vue différents. Et ben, je vous propose de l'accueillir tout de suite. Bonjour. Bonjour. Bonjour Patrick, bienvenue. Merci. Dans notre tente berbère avec un ciel étoilé. Bon Patrick, donc, comme vous l'avez compris, on parle ici du livre de l'alchimiste de Paulo Coelho. Et donc vous êtes alchimiste. Ce qu'on sait en tout cas de l'alchimie, selon la culture populaire, l'alchimie c'est transformer le plomb en or. Et dans le livre, l'alchimiste c'est aussi celui qui guide Santiago à écouter ses signes, à écouter son intuition, son cœur et à interpréter le langage du monde. Et donc ma question elle est toute simple, c'est qu'est-ce que ça veut dire être alchimiste aujourd'hui en 2018 ? C'est une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme en 2018 ? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans l'univers ? Qu'est-ce que ça veut dire de chercher le bonheur ? Mais justement, ça veut peut-être rien dire. Et quelque chose d'important quand on parle d'alchimie, on dit c'est transformer le plomb en or. Non, c'est transmuter le plomb en or. Transformer, c'est prendre une forme pour faire une autre forme. Transmuter, c'est prendre la forme et la faire disparaître. Alors l'alchimiste se dit il y a deux manières de vivre sa vie. La première, c'est améliorer son incarcération. La deuxième, c'est sortir de la prison. Alors peut-être que la quête de l'alchimiste, et c'est pour ça que tout à l'heure on a entendu persévérer, percez et vous verrez, c'est peut-être se rendre compte de son enfermement et de voir qu'il y a quelque chose dehors. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que quand on demande à quelqu'un d'où tu viens, on dit de quel endroit. Mais s'il vient d'un endroit, c'est quelque part, il y a un envers. Alors la quête n'est pas la quête de l'endroit, mais la quête de l'envers. Et peut-être que justement, d'ailleurs, on retrouvera cette couleur verte qui nous parlera de l'envers. Et à chaque fois que c'est la vérité, on entend toujours cette musique. À chaque fois qu'on a des vertus, on entend toujours cette musique. Peut-être que la quête de l'alchimiste aujourd'hui, c'est comme celle de nous tous, c'est trouver le bonheur. Et le bonheur, c'est extrêmement simple, c'est dit dans le mot, le bonheur, c'est à la bonne heure. Et quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est toujours un présent. Eh bien, c'est la quête du moment présent. Waouh. Je vais renoter ce que vous avez dit. On va refaire depuis le début. C'est magnifique. Alors c'est un jeu, évidemment, c'est un jeu ou un jeu de mots, mais ça veut dire qu'on cherche vraiment le bonheur. Et la question qu'on peut se poser, on l'entend, on a parlé de sa légende personnelle, on a parlé de son bien-être. D'ailleurs c'est un pléonasme, quand on est bien, on n'a pas besoin de bien-être, c'est quand on n'est pas, qu'on n'est pas bien. Donc trouver sa place dans le monde, mais est-ce qu'on a vraiment une place ? Si je suis dans chaque chose et que chaque chose est en moi, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de limite. J'ai entendu parler de liens aussi, on se lie les uns aux autres. Mais est-ce qu'on est déjà déliés ? Jamais, on ne le sait pas par contre. Et peut-être que la clé justement du bonheur, c'est de vivre l'intensité du moment présent. Chaque chose a sa place, nous aussi, mais on ne sait pas pourquoi. Mais si on se pose la question de savoir pourquoi on est bien, on ne l'est plus. Donc on va voir qu'il y a bien deux perceptions des choses. Une manière d'être dans ce que je suis et dans ce que je fais, et une manière de s'observer en train de faire les choses. Peut-être que la clé, c'est d'arrêter de s'observer et d'être à l'intérieur de ce que je fais. Et c'est ce que cherche l'alchimiste. C'est pour ça que l'alchimiste travaille dans un laboratoire, moitié labor et moitié oratoire, moitié dans la matière et moitié dans l'esprit, et que pendant 3 étapes, il va travailler dans la matière, il va matérialiser les choses, il va faire, et puis à un moment, il va se rendre compte que le faire l'enferme, et donc il va commencer à défaire. Et il va passer par une étape qui est la contemplation. La contemplation, c'est l'ouverture du temple. Donc ça veut dire que je ne fais rien, mais j'attends rien. Parce que si j'attends quelque chose, c'est une perfusion. Là, la clé, c'est de dire, je suis capable de me mettre quelque part, de percevoir encore toute chose, mais sans rien attendre. Et c'est aussi ça le bonheur. Et à partir de ce moment-là, quand je suis dans cet état où j'arrête de faire, il y a des choses qui vont venir tout seul. C'est une espèce comme du thé, c'est une infusion. Donc à partir de ce moment-là, pour que ça vienne tout seul, il faut que j'arrête de faire. Et aujourd'hui, on est dans un monde de faire. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de faire, on fractionne en permanence. Le fractionnement, c'est le diabole, c'est ce qui sépare, contrairement au symbole qui rassemble. Donc arrêtons de faire, et c'est pour ça qu'on trouve toujours des méthodes, on trouve toujours des techniques, surtout nous occidentaux. Peut-être que la clé, c'est d'arrêter, d'avoir des techniques, et justement de dire, je me mets dans un endroit, je ne fais rien de particulier, qu'est-ce qui va venir ? Vous parliez de signes tout à l'heure, mais je peux les voir que si j'arrête de faire. Si j'ai le nez dans quelque chose, je ne vais même pas voir ces signes-là. D'ailleurs, on s'aperçoit que les signes, on les voit à des moments particuliers et dans un état particulier.
Et je suis absolument convaincu que moi, les signes, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas de l'extérieur, mais ils viennent de l'intérieur. Et comment ils viennent de l'intérieur? Quand vous êtes dans une maison et qu'il y a une porte de sortie, s'il y a des meubles entre vous et la sortie, vous ne voyez pas la sortie. Si les meubles sont dans vos têtes, même s'il n'y a pas de meubles dans la place où vous êtes, vous ne verrez pas la sortie non plus. Donc l'idée, c'est comment on va éclairer le chemin. On peut dire à un moment, tout est à sa place, vous aussi, on est rectifié, et c'est comme si on avait une lampe, et cette lampe va maintenant éclairer un chemin. Si cette lampe frappe un verre, maintenant, il va y avoir une espèce de récurrence. C'est-à-dire que la lumière qui va être après, qui jalonne mon chemin, va rebondir sous la forme de verre. Et je vais voir des signes de verre partout. Mais ça veut dire que le verre a un sens. Ça veut juste dire qu'il jalonne mon chemin. Si ça avait été un pot de fleurs, ben je verrais des pots de fleurs partout. Si je pense à un chiffre au moment, ben ça aurait été le même chiffre partout. Comme les signes bleus que tu... Voilà, mais ça ne veut pas dire que le signe a un sens. Ça veut juste dire que c'est la première chose que mon attention a touchée pour diriger sur le chemin. Alors les signes n'ont pas de sens, mais ils sont toujours bons pour nous puisqu'ils nous indiquent un chemin. Par contre, est-ce que c'est un bon chemin? Ça, on n'en sait rien. On a toujours les gens qui disent « mais alors on suit une voie, qu'est-ce qui prouve qu'elle est bonne ?» Bah rien. Rien ne prouve qu'elle est bonne, mais si elle n'est pas bonne, on en change. Bon, il y a toujours une phrase qu'on dit « rare humanum est », mais on oublie toujours le « perseverare diabolicum », qui veut dire « l'erreur est humaine », mais c'est persévérer dans l'erreur qui est diabolique. Mais on est là pour faire des erreurs, et tant mieux. Mais par contre, si ça fait mal et qu'on continue, c'est là que ça ne va pas. C'est le syndrome de la mouche. Vous savez, vous avez un carreau avec une mouche, et puis il y a la fenêtre ouverte à côté. Et que fait la mouche? Elle se tape sur le carreau. Et vous, un jour, vous avez décidé de devenir le dieu des mouches. C'est-à-dire, vous dites, je vais prendre la mouche, puis je vais sauver la mouche. Alors vous prenez la mouche, vous la mettez à côté, et qu'est-ce qu'elle fait? Puis elle revient se taper sur le carreau. Mais heureusement, nous, on ne fait jamais ça. Mais si, bien sûr. Donc l'idée, encore une fois, les gens aussi disent, mais qu'est-ce qui prouve qu'une voie est bonne? Et à quoi ça sert? Mais ça sert surtout à rien. Parce que si ça sert, ça nous enferme, ça nous met dans quelque chose. Et d'ailleurs, ce n'est pas la voix qui sert à quelque chose, c'est nous qui servons la voix. C'est là où on transmet quelque chose. Et quand on transmet, la transmission, c'est mission à travers. Donc c'est quelque chose qui passe à travers. Donc en gros, on n'y est pour rien, mais on doit être le plus transparent possible. Et le plus transparent, c'est celui qui traverse les apparences, mais c'est celui qui n'a plus besoin de ses parents non plus. Alors ses parents, après vous l'entendez comme vous voulez, c'est ses parents ou ses parents. Ça, je ne sais pas. Voilà ce qu'un alchimiste peut faire aujourd'hui dans le monde des hommes. Il va utiliser des outils qui sont à la fois des outils matériels, prendre une matière, et pour lui, la matière est un obstacle. Donc, il va se dire, bah, je vais purifier, je vais râper cette matière, je vais retirer des peaux. D'ailleurs, on est des pèlerins. Le pèlerin, c'est celui qui se pèle c'est celui qui retire ses peaux. Et donc, transmuter du plomb en or, le plomb a 7 voiles. Si je retire un voile, c'est de l'étain. Si je retire 2 voiles, c'est du fer, ainsi de suite. Si je retire 6 voiles, c'est de l'or. Et l'or, c'est un métal précieux, près des cieux. Donc il suffit de retirer le dernier voile pour avoir la vérité dévoilée et pour trouver la lumière dont on parlait depuis tout à l'heure. Être alchimiste, c'est aussi savoir jouer avec les mots, visiblement. C'est aussi savoir jouer avec les mots, et c'est pas du savoir. C'est ça qui est aussi intéressant, parce qu'on avait tout à l'heure la question de l'objectif. Si on cherche une voie qu'on sait, au mieux on trouvera ce qu'on sait. Donc la chose la plus difficile qui est la foi, c'est je dois suivre une voie sans savoir ce que je vais trouver. Sinon, je ne peux trouver que ce que je sais. Et c'est là où notre ami a parfaitement raison. Tout le monde dit, non, je le flatte parce que je suis à côté. Mais non, mais en disant, non, mais il est complètement barré, il prend des décisions complètement irrationnelles, mais tant mieux. Parce que sinon, on fait quelque chose de conforme. On est dans une formation, donc on n'a aucune chance d'en sortir, on n'a aucune chance de faire quelque chose. On ne peut en sortir. Le génie, c'est celui qui arrive d'un coup, comme ça, pouf, puis il dit, on dirait que ça serait comme ça. Et tout le monde lui dit, non, mais enfin, monsieur, c'est de la science-fiction, ça n'existe pas, c'est impossible. Et au fur et à mesure, comme l'esprit crée, au fur et à mesure qu'il va créer cette voie, d'ailleurs, le chemin, il ne nous appartient pas puisqu'on l'emprunte. C'est-à-dire qu'on le crée au fur et à mesure. Il n'existe pas avant. Et ensuite, quand les gens vont suivre ce même chemin, ils vont dire, oh là là, qu'est-ce que tu as comme chance d'avoir fait ça? Je n'ai pas de chance, je l'ai fait. La chance, ça suscite, comme le malheur, entre parenthèses. Hein, le type qui dit, moi j'ai pas de chance, à chaque fois que je sors dehors, il y a un courant d'air et il y a une tuile qui arrive, je la prends sur la figure. Il sort, il y a un courant d'air et il prend sur la figure. Parce qu'on a parlé de sa légende personnelle, mais elle peut être néfaste aussi. On peut parfaitement dire, moi j'ai pas de chance. Et non seulement il va revenir avec la tuile en disant à tout le monde, vous avez vu, hein, je vous l'avais dit, hein, il est content en plus.
Donc ça veut dire que si on est capable d'avoir cette puissance pour couder l'univers pour être néfaste, pourquoi on n'aurait pas cette puissance pour couder l'univers pour être faste? Donc par conséquent, les génies, c'est eux justement qui nous font sortir de la prison. Sinon, les autres ne font que décrire la prison, ou ils améliorent la prison. On change la moquette, on met du papier sur les murs, on fait la peinture, on décrit la prison, et plus on la décrit, plus on est enfermé. Puisque avant on la voit dans la globalité, puis après on va voir chaque tapis, puis après on va voir chaque pierre, puis après on va décrire l'intérieur de la pierre, et puis chaque point, mais ça nous enferme. Enfer et enfermer, c'est le même mot. Donc l'idée, c'est d'en sortir. Alors si l'alchimiste joue sur les mots, c'est parce que les mots nous portent, et que c'est des clés, des réelles clés de transmission. Alors tous les auteurs médiévaux ont utilisé ça, hein. C'est pas nouveau. Rabelais, par exemple, il a utilisé ça parfaitement. Il le dit, page 4 de son premier livre, « Seul celui qui connaît la langue des oiseaux pourra comprendre mes textes. » Et comme l'apothicaire, au lieu de regarder la boîte, même si elle te semble précieuse, il faut l'ouvrir. Et comme le chien, tu casseras l'os pour en trouver la substantifique moelle. Donc il nous dit, le secret est à l'intérieur. C'est-à-dire un secret, ça se dévoile, et ça se perce pour le persévérer. On ne trouve jamais un secret, on le perce. Donc continuons à percer. Et les mots sont tellement simples, et c'est quelque chose que nous portons tous, et qui sont, à la fois c'est comme aller aux champignons, c'est extrêmement jouissif. Quand on voit le sens d'un mot, et qu'on se dit, tiens, quelqu'un porte des lunettes, ça veut dire lunettes, bah ouais, c'est à ça que ça sert. Bah ça on se dit, tiens, waouh, j'ai découvert ça y est, je deviens un génie. C'est vraiment de découvrir. Je ne l'avais pas du tout. Non, mais il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Alors là, il y a plusieurs manières. On l'appelle la langue des oiseaux parce que c'est une langue très volatile, une langue subtile. Et quand on fait disparaître quelque chose, c'est bien dit disparaître. Puisqu'on arrive dans ce monde, on apparaît, on quitte ce monde, on disparaît, on fait que paraître. Donc la clé, c'est on est quand. Donc pour être, il faut faire disparaître. Et faire disparaître, c'est volatiliser. Donc la langue des oiseaux, donc la langue des volatiles. Et c'était aussi la langue verte, parce que le vert a la connaissance des choses cachées, puisque c'est à l'envers. Donc cette langue verte, on dit encore, tu m'as répondu vertement. Et quand au Moyen-Âge, on avait des secrets de fabrication et qu'on ne voulait pas que notre voisin le connaisse, on utilisait une langue secrète, on utilisait des clés, on utilisait des jeux de mots. Et évidemment, quand les bâtisseurs ont commencé à faire des cathédrales, c'était du gothique flamboyant, mais les gens étaient habitués à du romane, donc ils ont dit c'est Beaubourg, quoi. Ils ont détesté. Et ils ont dit c'est un art de sauvage, et les sauvages c'était les Goths, donc c'était l'argot, et c'est devenu l'argot. Donc cette langue, l'argot, qui est une langue que les autres comprennent pas, ou le patois, parce que le patois c'est patois. Et une autre, pour rebondir là-dessus, une autre des clés en plus de ces jeux de mots, ce que je comprends, c'est que vous dites que purifier, c'est ouvrir la matière, c'est ouvrir l'esprit, et que pour ouvrir son esprit, vous le mentionnez à l'instant, c'est un peu retrouver son âme d'enfant, ou retrouver son esprit d'enfant. Et donc nous, on est un peu comme Santiago, ici on est à la recherche, vous l'avez compris en nous écoutant, de notre légende personnelle, à interpréter ces signes. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver notre âme d'enfant? Bon, on ne peut surtout pas faire, encore une fois. Ah, oui, c'est ça. Et oui, parce que je me suis dit... celui qui parle de fer est dans la prison. Il a des fers. Hein. On a toujours cette vision d'enfermement. Regardez, on est dans une société de communication qui n'a jamais si peu communiqué. On a tous des cellulaires, c'est normal que ça nous enferme. On communique à travers des écrans. Vous regardez la télévision, vous êtes content parce que vous avez beaucoup de chaînes, mais les chaînes vous enferment. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a surtout rien à faire, il y a à défaire. Un enfant, c'est quoi? Vous lui offrez un super jeu, un train électrique incroyable, mais parce que ça vous plaît à vous, entre parenthèses. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va jouer avec la boîte. Et on va dire, mais alors comment, avec tout ce que j'ai fait, tu joues avec la boîte? Mais parce que dans la boîte, lui, il va voir autre chose. Mais il ne va pas faire quelque chose. Le train sert à faire quelque chose. On est dans un monde aussi de description, d'historien. J'ai rien contre, hein, il en faut aussi. Mais moi, quand quelqu'un me parle de la recette de la tarte tatin, ça m'intéresse. Mais en manger, c'est mieux. Donc, m'expliquer comment sont faites les choses, formidable. Mais en avoir la saveur soi-même, en avoir la perception soi-même, le faire passer à travers les sens, c'est-à-dire ses sens. Les 5 sens sont les points d'entrée de l'être. Donc les enfants, quand on les met devant la télé et qui sont enfermés, qui sont ventousés par quelque chose, parce qu'il y a tellement d'informations qu'on ne peut pas faire autre chose, et qu'on prend les mêmes et qu'on les amène dans la campagne pour parler des trolls des bois, où au début ils vont dire « Ah non, tu me sors de ma console, c'est affreux », mais quand on va leur montrer que la réalité non ordinaire ou extraordinaire, elle n'est pas seulement dans un monde virtuel, mais qu'elle existe dans notre monde, c'est les premiers à y aller. Hein. Là, c'est même plus du 3D, c'est du 4D. Hein. Ils touchent, ils sentent, c'est les premiers à dire « Ah là-bas, j'ai vu un troll », et pour eux, ça ne fait pas l'ombre d'un doute.
Donc retrouver son âme d'enfant, finalement, c'est retrouver sa faculté d'émerveillement. Mais la faculté d'émerveillement, elle est partout et à chaque seconde. On parlait de bienveillance et de bienfaisance tout à l'heure. Faire et veiller, on sait, mais bien, on ne sait pas. Le bien ne nous appartient pas. Be un, celui qui rassemble les deux pour faire un, c'est celui qui rassemble. Un exemple concret, justement. Je sors dans la rue, il pleut, et je râle, je n'ai pas envie qu'il pleuve. Puis je regarde, il y a une flaque d'eau, et il pleut dessus, et je vois les gouttes qui tombent sur la flaque d'eau. Et sur la flaque d'eau, je vois le ciel qui se reflète dessus. Et je trouve juste ça incroyable, quoi. Je fais « waouh !» Je vais à la poste, vous voyez, endroit hautement mystique, et je vais chercher un colis, je vais chercher un colis, et au moment où j'arrive, la préposée qui est là, ça l'emmerde, mais là, j'ai une idée de ce qu'est l'effort sidéral de l'univers. C'est voir la quantité de l'emmerdement qu'elle manifeste pour faire ce qu'elle a à faire. Deux solutions. La première, je lui saute à la gorge, en disant vous êtes payé pour ça, moi je viens chercher mon colis. La deuxième, quelque chose qui se manifeste sans que je choisisse. Je lui dis, il se trouve que c'était une Antillaise, je lui dis j'adore votre accent. Mais ça m'a dépassé, c'était pas prémédité. D'ailleurs, c'est très occidental. Les extrêmes orientaux méditent, nous on prémédite. Et je lui dis j'adore votre accent. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'illumine. Elle va chercher mon colis et on a passé une excellente journée. Pas ensemble, mais on a passé une excellente journée. Mais j'aurais pu lui sauter à la gorge. Et on aurait passé une très mauvaise journée. Ça m'a coûté quoi? Rien. Ça s'est joué à quoi? Un cheveu. Et je pense que la méthode, si vous en avez une, c'est ce choix. C'est peut-être ça le libre arbitre. C'est le choix de laisser parler les émotions, l'agitation, ou le choix de laisser passer l'amour, en se posant la question de savoir ce que c'est. Et c'est antinomique. Les émotions sont dans l'agitation, l'amour est dans l'immobilité. À chaque fois que vous avez vécu un moment de bonheur, vous étiez immobile. À chaque fois que vous vivez un moment de plaisir, vous êtes dans le mouvement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre de moments de plaisir, mais ça veut dire qu'on peut le comprendre. Quand vous vivez une période d'amour avec quelqu'un, on est capable de se regarder dans le blanc des yeux pendant une journée. Qui est capable de faire ça si on ne vit pas ce moment-là? Au bout de 5 minutes, on s'ennuie. Donc ça veut dire qu'on est dans un état où on est en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Et c'est ça le bonheur. Et peut-être que la distance qu'il y a entre l'endroit où je suis dans la prison et la sortie, c'est ça. C'est ce temps qui s'écoule. C'est la capacité justement, d'abord je suis dans les questions et dans les réponses, dans le temps chronologique, la logique du temps. Et puis après, ce temps se délite, se perd de plus en plus. Et quand on passe un bon moment, il n'est pas dans le temps. Quand on en sort, on dit « Ah, combien de temps ça a duré ?» Mais quand on est dedans, et là, on commence à sentir ce bonheur. Donc la méthode, j'insiste, vivez l'intensité du moment présent. La bonté aussi. Attention, la bonté n'est pas une bonne action. Une bonne action, c'est prémédité, j'attends un retour. Là, pas du tout. C'est un acte de tous les jours. Et pourquoi on ne le trouve pas? Parce que c'est trop simple. Parce que nous, on est les enfants de la psychanalyse et qu'il faut qu'il y ait des explications, des causes et des effets pour tout. Mais il peut y avoir des effets sans cause. Si vous êtes rayonnant, si vous êtes lumineux, sans être par ostentation, lumineux, c'est éclairer, c'est pas briller. Parce que pour briller, il faut être bien poli. Alors que pour éclairer, il faut être bien transparent. C'est-à-dire que c'est comme une lampe. Plus elle souffle, plus la lumière passe. Mais moins on voit la lampe. Et au bout d'un moment, la lampe peut dire « Mais attends, c'est moi qui l'ai fait ». Et à ce moment-là, elle se referme et on brille. Donc cette clé, c'est juste cette bienfaisance naturelle que l'homme possède naturellement. Seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde de fer. Et comme on est dans un monde de fer, on est dans une panique totale. Et dès l'instant qu'on est dans une panique totale, il n'y en a pas pour tout le monde. Et chacun va se refermer sur soi-même. Et d'ailleurs, on voit le jeu des intégristes aujourd'hui, c'est éviter qu'on se connaisse. C'est éviter qu'on échange. Les gens vont dire, vous êtes de telle communauté, surtout vous ne communiquez pas avec les autres, parce que si on communique, on se connaît, si on se connaît, on se comprend, et si on se comprend, on n'a pas envie de s'entretuer. Donc cette idée, et c'est formidable, les artistes, les communications que vous faites, c'est cette possibilité justement de rompre les frontières entre les gens, et de permettre justement que ça s'étale et que cette lumière circule. Et c'est infiniment simple, mais on ne le fait pas justement parce que c'est trop simple. Et il n'y a pas de méthode, on n'a pas besoin d'aller chercher la fleur sacrée au fin fond du Tibet. D'ailleurs, le livre le dit, il dit ce que vous cherchez, c'est sous vos pieds. Pour le savoir, vous avez été obligé d'aller partout pour vous rendre compte que ce n'était pas là. Mais si dès le début, vous savez que c'est sous vos pieds, vous n'avez pas besoin d'aller courir partout. Je veux dire, l'homme libre, est celui qui sait qu'il a des chaînes, puis c'est celui qui est bien partout. C'est-à-dire que la question ne se pose pas. Si vous attendez d'avoir une raison pour être bien, vous ne serez jamais heureux.
Mais si vous êtes heureux sans raison, vous serez heureux tout le temps. Donc ça, c'est des méthodes, je dirais, presque de bon sens, c'est même pas de la philosophie. Après, il y a 3 choses à faire, si vous voulez faire. C'est être immobile, silencieux et aligné. C'est à la fois des données physiques et métaphysiques. Quand vous êtes immobile, eh bien, vous pouvez percevoir des choses, si vous n'êtes pas dans cette agitation. Quand vous êtes silencieux, vous ne parlez pas. C'est-à-dire que vous accueillez. Nous, on veut toujours se remplir de plein de trucs. Le seul problème, c'est qu'on est déjà plein. Donc le premier travail, ce n'est pas de se remplir, c'est de se vider. Et ça, on n'a pas toujours envie de se vider. Et pourtant, quand on reste dans ce silence, eh bien, on va se vider. Lao Tzu a dit, si on a une bouche et 2 oreilles, c'est qu'on doit écouter 2 fois plus qu'on parle. Et cette idée, c'est de dire, soyez silencieux, parce que comme ça, vous allez écouter et vous allez entendre. Nous, on a toujours envie d'intervenir. On a toujours envie que quelqu'un dit quelque chose, on ne laisse pas finir, on va lui sauter dessus, on va dire, non, écoutons jusqu'au bout, même si on n'est pas d'accord. Et aligné, prenez une foule, mettez des gens en vrac, prenez une personne et dites, vous allez donner le chiffre 15 à tout le monde. Bon, ça va prendre un temps. Maintenant, on va aligner tout le monde et on va dire, vous allez donner le même chiffre à tout le monde. Et là, instantanément, l'information va circuler partout. Alors ça, c'est des données à la fois physiques, c'est-à-dire que si je prends un corps et que je l'aligne, par exemple, prenez un cristal, un quartz, vous l'alignez, quand vous le lâchez, il va faire ding, le son passe dedans. S'il n'est pas aligné, il va faire ploc. Si vous prenez du carbone, que vous ne l'alignez pas, ça fait du charbon. Si vous l'alignez, ça fait du diamant. C'est le même, hein? C'est-à-dire que l'élément qui est dedans, on ne peut pas dire que c'est sa nature qui change. C'est la manière dont le message est plus important que la forme. Et par conséquent, l'alchimiste ne va pas travailler sur la matière, mais sur le message qui est dedans. Et si je change le message, je change la forme. C'est valable pour l'homme aussi. Souvent, on travaille à l'extérieur, alors que changer le message permet de travailler de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Mais ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas mental. Le mental est un outil extraordinaire dans le monde des hommes. Hein. On peut bien sûr l'utiliser, mais pas tout le temps. Ça voudrait dire que le type, il a une lampe électrique, ça éclaire super bien, ben, il a un clou à mettre, ben, il va prendre la lampe pour mettre un clou. C'est ça, utiliser le mental tout le temps. Donc il y a des fois où il ne faut pas l'utiliser, c'est-à-dire qu'il faut juste laisser s'imprégner des choses. Et là, votre cœur va parler. Et votre cœur va être instantané. Voilà une autre méthode. Quelqu'un tombe à côté de vous dans la rue, vous vous jetez sur lui pour le ramasser, c'est le cœur. Vous faites un geste et vous dites « Oh là là, je vais avoir des emmerdements, ça va prendre du temps, on va me demander des trucs », c'est la tête. Donc, quelle adéquation on va avoir entre les deux? Il n'empêche que, comme vous l'avez dit très justement, il faut vivre, il faut gagner de l'argent dans le monde des hommes, on a des relations avec des gens qui sont autour de nous, on a des contraintes, on est quand même dans la prison. Alors bien sûr qu'on va améliorer notre incarcération, quitte à vivre dans une prison autant que ce soit le plus agréable possible, mais ne jamais perdre de vue qu'on doit en sortir. Ce sera le mot de la fin, magnifique. Merci infiniment Patrick pour ce partage et ces paroles qui résonnent en nous. Merci à vous 3 d'être ici dans ce club lecture et d'avoir partagé aussi vos histoires à travers l'alchimiste. Merci enfin à Vlam qui est derrière la caméra pour ce tournage de cette émission et aussi à West Wing qui nous a préparé ce décor magnifique dans lequel on est. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, partager, nous dire en commentaire ce que c'est aujourd'hui votre légende personnelle, ce que l'alchimiste veut dire pour vous, ce que vous êtes en train de chercher comme Santiago dans l'alchimiste. Et abonnez-vous pour suivre nos prochaines aventures dans le Wake Up Book Club.